Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Bienvenue dans un épisode un peu particulier puisque c'est une réflexion personnelle suite à une course qu'on a faite avec ma copine à Lisbonne. Et voilà, une idée m'est venue de faire un podcast sur le tourisme sportif. Alors ne vous inquiétez pas si j'ai pas la même voix que d'habitude, c'est pas que je me suis mis à la clope ou que je l'ai modifié, mais c'est que j'ai enfin acheté un vrai micro de podcasteur, donc il se peut que la tonalité ne soit pas la même. Donc c'est normal. À partir de mon expérience au semi-marathon de Lisbonne, j'aimerais essayer de répondre à des questions qui me sont venues. Et ces questions sont les suivantes. Les runners sont-ils les nouveaux pigeons du capitalisme ? Courons-nous encore pour courir ou juste pour vivre une expérience instagrammable ? Le tourisme sportif est-il une ineptie écologique ? Et quelles pourraient être les solutions à ces dérives ? Donc on rentrait de Lisbonne pour le semi, l'avion avait plus d'une heure de retard comme souvent, et je m'ennuyais et je me suis dit tiens, ce serait peut-être pas bête d'enregistrer un épisode là-dessus parce que j'ai vécu quand même une expérience assez particulière. Et j'ai posé, je sais plus comment je l'ai formulé, mais j'ai posé une de ces questions à ChatGPT et on a discuté comme ça pendant plusieurs minutes. Et ChatGPT, pour le coup, c'était vraiment intéressant. Il me donnait des chiffres, des avis là-dessus. Et voilà, il m'a finalement aidé à constituer le plan de ce podcast. C'est simple, hein, on va reprendre ces questions les unes après les autres. Donc, je tiens quand même à préciser que c'est vraiment une réflexion personnelle. C'est pas du tout un exposé philosophique, hein, très élaboré. Je suis pas beaucoup allé en cours de philo au lycée, donc je ne me prétends pas philosophe. Donc, c'est vraiment une réflexion de coureur qui essaie un peu de réfléchir au truc. Alors, pour donner un peu de contexte, on a fait le 8 mars, si je ne me trompe pas, le Semi de Lisbonne, au Portugal. On devait y aller depuis longtemps, on voulait y aller parce que nous, avec ma copine, donc souvent on combine, enfin tout le temps quand on peut, on combine vacances et courses. On prévoit une course dans un pays ou dans une ville et on passe quelques jours de vacances derrière pour éviter justement ces vols en avion. Et on voulait faire ce semi de Lisbonne. Je savais qu'il y avait eu le record du monde pendant longtemps, il m'attirait et j'étais jamais allé au Portugal. Donc bref, on avait essayé de s'inscrire, on voulait y aller avec des amis au départ. Un groupe de potes du club, ceux avec qui j'avais couru à Séville, et on n'a pas pu avoir de dossard. Je sais pas, on attendait les inscriptions. Au final, il s'avère que le tirage au sort, les dossards avaient été vendus en quelques heures. Donc bref, on attendait bêtement que les inscriptions ouvrent, mais en fait, elles étaient déjà closes parce qu'elles étaient complètes depuis un moment, alors qu'on s'y était pris en avance. Et en parlant avec des gens, ils m'avaient dit, mais passe par un tour opérateur, tu verras. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas? Donc j'ai contacté un tour opérateur spécialisé dans le tourisme sportif. Et finalement, c'était pas bien plus cher, hein. Tu payes le dossard, tu as le choix si c'est à la carte. Donc, est-ce qu'il te facture le trajet ou est-ce que tu le prends de ton côté? Et au final, tu payes pas bien plus cher. Donc, je suis passé par là. On tenait vraiment à aller à Lisbonne. Ça devait être un gros objectif. Finalement, c'était des vacances qu'un objectif sportif parce que je revenais de blessure. Mais bref, on y allait, on était content d'y aller. Donc déjà, juste pour info, le prix de l'avion était moins cher que le prix du dossard. C'est une première chose. Et on arrive à Lisbonne, donc très content. En plus, on savait qu'on partait de ce fameux pont du 25 avril. Et en plus, on a vu la start list, il y avait plein de Français, Étienne Daguinos qui voulait battre le record, Valentin Gondouin, il y avait Clémence Calvin, Megdes Woldou, etc. Et donc bref, on était assez excités par ce semi. Sauf que la veille, donc déjà on était allé chercher les dossards, donc qui étaient proches du départ, et je me suis dit putain le pont il est quand même bien surélevé par rapport au parcours. Je me suis dit mais comment est-ce que ce semi peut être homologué?
parce que je me suis dit: «Il y a quand même un dénivelé négatif, c'est pas forcément bien sur ces courses sur route parce que ça te casse les pattes et tu as forcément une petite montée à un moment». Et là, pour le coup, c'était vraiment le cas. Mais je me suis posé la question, je me suis dit: «Ça m'étonne que ce semi soit homologué». Donc bref, on récupère les dossards et en fin de journée, j'enregistre un podcast avec Clémence Calvin et on parle un peu et elle m'explique qu'en fait, il y a 2 courses différentes. Il y a la course des élites. Donc pardon, j'ai déjà eu un problème de micro, tout s'est mis en veille. Donc je reprends. Donc ouais, il y a une course populaire, une course élite, une course populaire. Donc on savait pas du tout et c'est vrai que quand on avait défini nos sas, on nous avait pas demandé de justificatif, on était un peu étonnés avec ma copine. Enfin bref, et en plus l'horaire nous étonnait, on était contents au départ, mais c'était 9h30. Et quand on a vu l'organisation du truc, en fait, il y avait qu'un moyen d'aller au départ. On était 35 000 inscrits, il faut le savoir. Il y avait qu'un moyen d'aller au départ, c'était des trains. Et on nous demandait, nous, donc dans le sas numéro 1, d'être au départ à 7h10 pour un départ à 9h30. Donc 2h20 avant, je crois qu'il fallait partir à 6h50, prendre le premier train à 6h50 pour un départ à 9h30. Donc ça nous étonnait un peu. On a essayé de partir le plus tard possible, mais on nous a dit que c'était comme ça, que les majors c'était pareil. New York, quand ça part de Staten Island, faut y aller 3-4 heures avant. Que je crois que Boston c'est à peu près pareil. Enfin bref, donc on s'est dit bon, on va se plier au règlement. Il y a des trains carrément affrétés hein, pour amener toutes ces personnes au départ. C'est impressionnant. Donc dans les trains, on était bourrés, ça se poussait. On était du bétail, quoi. Vraiment, on s'est senti bizarre avec ma copine. Et on arrive, donc on sort, on arrive à la gare. Il y a encore 10 minutes de marche jusqu'à la ligne de départ, jusqu'au sas de départ. Et là, on arrive sur une énorme place arrondie en arc de cercle avec des toilettes, donc les toilettes mobiles, là, ces fameuses cabines bleues alignées les unes à côté des autres, mais il devait y en avoir 100, 150 et des bénévoles qui faisaient la circulation des gens pour aller aux toilettes. Donc il y avait des queues immenses de gens pour aller aux toilettes et il y avait toujours des mecs qui essayaient de gruger. Et les bénévoles, ils faisaient pas la circulation de voitures, mais des gens pour aller aux chiottes. Donc ils disaient non, non, attendez votre tour, vous êtes 1500e pour cette toilette. Je dis n'importe quoi, bien évidemment. Mais bref, je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette usine à gaz, quoi. Donc on arrive là, on marche jusqu'au sas de départ et je dis à ma copine, putain, mais j'ai pas l'impression d'être à une course, quoi. Je vois tous ces gens, je voyais peu de gens vraiment sportifs. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'être à une course, quoi. J'ai l'impression d'être, je sais pas, à un festival ou à un pèlerinage presque. Donc on y va. Ligne de départ, donc pareil, le pont c'est un deux fois deux voies. Et on se met sur une ligne de départ, approche de la ligne de départ et il y avait assez de monde et tout d'un coup ma copine quand même avait besoin de s'échauffer. Moi c'est pas très grave sur ces allures, je m'échauffe pas. Ma copine va s'échauffer un peu plus loin, elle me dit: «Mais viens, on passe de l'autre côté, il y a personne de l'autre côté». Je dis: «Ah bon?» Et donc c'est vrai qu'on passe sur l'autre versant, du pont et il y avait beaucoup plus de place. On a compris après que les caméras étaient côté droit, donc en fait tout le monde s'était mis à droite pour être filmé au départ, et à gauche finalement on avait largement le temps d'aller sur la première ligne au dernier moment. Donc ça aussi, ça m'a fait drôle. Donc bref, on est parti. C'est vrai que c'était assez beau, c'est impressionnant ce pont, très vanté. Après ça descend, c'est casse-pattes. Il y a une bonne descente et une remontée derrière, des demi-tours, donc pas terrible. Alors que les élites, eux, courent vraiment en bord de mer. Ils ont 8 kilomètres dans un sens, 9 dans l'autre et 4 dans l'autre, avec deux demi-tours. Et j'avais regardé le Strava de Valentin Gondouin. Ils ont 9 mètres, le Strava affiche 9 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment rien pour un semi. C'est un billard. S'il n'y a pas de vent, c'est un billard. Par contre, c'est très exposé, mais c'est un billard. Donc bref, moi j'aurais préféré faire la course élite, mais je ne savais pas. Et donc on fait cette course, ça se passe pas trop mal, il fait beau, pas trop d'ambiance. Euh, Pas trop d'ambiance. C'est vrai que les Portugais, je sais pas si je compare souvent à Valence où c'est une ville de running, là pas trop d'ambiance. Une fois que la course d'ailleurs était terminée, la ville a plié, tac, c'est comme s'il y avait jamais eu de course, alors qu'il y avait 35 000 personnes qui ont couru là une heure avant. C'était assez bizarre. Et donc bref, on fait cette course. Et en y réfléchissant après, j'avais dit à ma copine, quand j'avais vu tout ce monde, je dis putain, on n'a pas l'impression d'être à notre place. Et en fait, j'ai compris que les gens venaient pas vraiment faire une course comme nous, mais venaient que c'était un pèlerinage moderne. C'est vraiment ça. Ils viennent voir le pont, ils viennent faire un super Alf, parce que c'était un super Alf. Et c'est vrai qu'en m'inscrivant, j'avais vu toute cette liste de super Alf qui sont des super semis en Europe. Et je m'étais dit, tiens, ce serait cool
de faire tous ces super Alpes, mais je pensais pas qu'il y avait tout ce business touristique en fait derrière tout ça. Et on a été un peu surpris. Je pense que c'est exactement pareil pour les majors, pour les UTMB. Et, euh, et en fait, les gens sont motivés par ça, par cette espèce de pèlerinage qui est, en fait, ils sacralisent certaines courses comme celle-ci parce que je sais pas, pour un pont, New York, pour les quartiers qu'on traverse, je sais pas, pour différentes raisons, peut-être pour les distances. Et en fait, on en oublie le côté sportif. Donc vraiment, on a été perturbé par ça. Vraiment, c'est le cas de le dire. Et si bien que moi, quand j'étais sur la ligne de départ, à quelques minutes de la course, j'avais pas l'impression de faire une course, quoi. J'avais l'impression que j'avais fait un footing et j'ai été, je suis parti comme ça. C'était une expérience à vivre quand même. Après, on a passé une super semaine donc dans Lisbonne. On a pu enregistrer les podcasts. J'ai pas pu voir Étienne Daguinos, mais bon, avec Valentin Gondouin, c'était cool. Et voilà. Donc, on a passé une semaine de vacances. Et je me suis posé toutes ces questions pendant ces quelques jours. Par contre, je me suis dit, est-ce que vraiment les coureurs, on serait pas devenus les pigeons du capitalisme? Et donc, ça va être la première partie de ce court podcast, j'espère. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que vraiment le running était un sport parfait pour le capitalisme moderne pour plusieurs raisons. La première, il produit de l'amélioration à l'infini. Les performances, le chrono, ça peut être quasi infini. Et ça crée du coup des marchés sans limite. Les chaussures, la nutrition, le coaching, les dossards, tout est renouvelable à souhait si on continue de courir. En fait, le No Human is Limited d'Eliud Kipchoge va être associé au No Business is Limited du capitalisme. Alors ça, je vous rassure, c'est de moi. Je n'ai pas encore déposé la phrase, mais c'est de moi. Peut-être que quelqu'un l'a dit avant, je ne sais pas. Mais je trouve que les deux s'associent parfaitement et ça donne un marché économique vraiment prospère. Donc cette infinie progression de l'humain et cette infinie imagination du capitalisme. En fait, le progrès infini, qui est motivé par l'amélioration de soi-même, est transformé en un consommable infini. Et le capitalisme l'a très bien compris. Donc s'il faut retenir deux choses, no human is limited, no business is limited, et ça vous donne une photographie du running actuel. Et après, en plus, j'ai comparé, j'ai demandé justement, j'ai regardé les chiffres du marché du running par rapport à d'autres sports, ça reste faible. C'est 3 fois inférieur au cyclisme, c'est 2 fois inférieur au fitness. Donc le running, en fait, a encore une marge de progression énorme. Si vous voulez consulter, il y a l'Observatoire du running qui a sorti les chiffres de 2025 et on a accès à tous ces chiffres. Le running est aussi un sport parfait pour le capitalisme moderne, car le marketing exploite l'aspiration personnelle. Le running touche des valeurs importantes comme le dépassement de soi, la discipline, la santé, l'espérance de vie, même l'esthétisme, l'estime de soi, etc. On joue avec des valeurs tellement importantes aux yeux de certains qu'on est prêt à dépenser sans compter. Donc si on te laisse croire que tu vas être beau, fit et que tu vas vivre plus longtemps, t'es prêt à tout, t'es prêt à dépenser des milliers d'euros pour adhérer à ça. Le running est un sport parfait pour le capitalisme moderne pour une troisième raison, parce que courir reste tout de même subversif. Et c'est tout le paradoxe et la force du capitalisme et du marketing, c'est qu'ils arrivent à se nourrir du côté fondamentalement anticapitaliste de la course à pied pour en faire une activité parfaitement matérialiste. Courir est une activité anticapitaliste par essence, car quand on court, on ne produit rien, on ne consomme rien, si ce n'est des calories, et on ne s'abrutit pas devant un écran. Bref, on n'est pas dans le flux de consommation, mais on est simplement en mouvement, connecté à notre corps, connecté à la nature, dans le temps lent, et on se sent vivant. C'est ça à la base courir. Donc c'est vraiment une activité anticapitaliste. À la base, on court pour échapper au monde, pour échapper à sa vie de merde, pour échapper à son diabète de merde, à son taf de merde, à son couple de merde. Je pourrais en citer plein d'autres. Moi, j'ai commencé à courir pour échapper à ce confinement de merde, je me souviens. Et par la force du capitalisme, on se retrouve à courir pour échapper à un monde qui lui-même nous pousse à courir. Au début, on se met à courir pour se libérer du stress, pour se vider la tête, pour oublier ses problèmes après une journée de travail, pour retrouver la simplicité de ce que suppose un corps en mouvement. Puis au fil du temps, sans l'avoir vu venir, c'est ça en fait, c'est que c'est sournois, on se retrouve à être stressé de partir courir car on ne sait plus comment on va trouver le temps de faire sa séance avant d'aller chercher ses enfants à l'école par exemple. On en vient à travailler plus pour pouvoir se payer la dernière montre Garmin qui évalue de manière un tout petit peu plus précise son score de sommeil. Donc on dort moins bien, mais on le quantifie mieux et on est content.
On travaille plus pour s'acheter les Adios Evo à 500 €, pour se payer un voyage à 7 000 $ australiens pour participer au marathon de Sydney et compléter sa médaille des 7 majors, etc., etc. Donc en fait, ce qui était simple à la base est devenu quelque chose de complexe et de purement matérialiste. La course à pied qui était à l'origine un sport élémentaire est devenue une raison de consommer. Alors est-ce que les runners, et je m'inclus bien évidemment dedans, sont les pigeons du capitalisme? Je vais apporter une réponse nuancée. Je pense qu'on est les victimes, pour ne pas dire les esclaves du capitalisme, mais que nous sommes aussi les propres responsables de notre auto-exploitation par la recherche de performance et de reconnaissance sociale. Parce qu'en soi, personne ne nous oblige à courir toujours plus vite, toujours plus longtemps, et d'aller chercher des courses toujours plus loin de chez nous en payant toujours plus cher des dossards et des billets d'avion, et de partager nos courses sur les réseaux avec le risque de subir des critiques, etc. Ça, on le choisit. D'après l'Observatoire du running dont je parlais avant, 4 coureurs sur 5 enregistrent leur sortie, sur montre ou sur téléphone. C'est 80% quand même, c'est énorme. Donc le coureur est-il un pigeon? Je ne sais pas. Il est cependant bel et bien le miroir grossissant de notre époque, pour le meilleur et pour le pire. Pour conclure en 2 phrases sur l'idée qu'il y a derrière ce boom du running, c'est que je pense que le désir de courir des coureurs est authentique, mais que le système a parfaitement su l'encadrer, l'exploiter et l'amplifier. Et ça, à l'infini. La deuxième question que je m'étais posée: courons-nous encore pour courir ou pour vivre une expérience et pour élever son statut social? Au moment du départ à Lisbonne, on était donc première ligne avec ma copine Laurie, et lorsque le pistolet a retenti, il y a un coureur qui est parti en sprint comme ça et qui a sorti un portable de sa poche comme ça, qu'il a mis. Il est parti donc devant tout le monde très vite. Il a sorti son portable et il a filmé en selfie les 35 000 coureurs qui le suivaient. C'est la première fois que je vois ça. Il était vraiment juste à ma droite. Ça m'a perturbé. Et je me rappelle que les premiers kilomètres, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que, à quoi ça sert, quoi? Ça m'a perturbé. J'avais jamais vu ça sur une course. Et je me suis dit, j'ai presque eu de la peine pour lui. Je me suis dit: «Est-ce qu'il faut être content pour lui parce que le mec est heureux de courir à Lisbonne sur ce pont magnifique au milieu de ces personnes? Ou est-ce que c'est pas un peu pathétique de vouloir, faire vivre aux autres quelque chose dont ils pourraient, profiter pleinement en le vivant, réellement, quoi?» Donc ça m'a interpellé. Je me rappelle que même les jours après, j'ai pensé à ce type. Faudrait que je le retrouve avec son dossard, la vidéo de départ pour, essayer de discuter avec lui. Je sais pas de quel pays il est, mais ça m'a perturbé. J'en ai parlé, j'en ai réfléchi en fait les jours qui suivaient et les premiers kilomètres quand je courais sur ce pont, je pensais à ce mec. Je sais pas pourquoi. Et comme je vous disais, plus de 80 des runners enregistrent leur sortie sur leur montre ou sur Strava. Moi le premier, hein. Même si mon rapport à Strava a complètement changé ces derniers temps, aujourd'hui, je l'utilise comme un outil. Je l'utilise plus du tout comme un réseau social. Je suis plus personne sur Strava parce que ça amène les dérives de tous les réseaux sociaux. On scrolle à l'infini le soir, on ne sait pas pourquoi. Donc Strava, j'aime bien. Moi, j'adore l'utiliser en outil, mais je regarde pas les activités des autres. Je regarde que les miennes. Si les gens veulent regarder la mienne, je m'en fous. Je pense que je suis en public, je gère rien, mais moi, je regarde personne sur Strava. Mais on voit ce besoin de reconnaissance, chez les gens. Et à Lisbonne, par exemple, quand on se rendait au départ, on voyait des gens avec des dossards, donc il y avait le dossard à l'avant et des dossards à l'arrière, comme les élites, sauf que c'était pas les élites, hein. Et le dossard à l'arrière, en fait, c'était un message pour ceux qui avaient fait les Super Alpha. Il y avait écrit, «It's my first Super Alpha» ou «It's my second Super Alpha», et cetera, et cetera. Donc en fait, les gens heu, affichaient le super Alf qu'ils faisaient, en fait. C'était vraiment la recherche d'une preuve sociale et en fait, ce qu'ils venaient chercher, c'était pas un chrono. En fait, ce qui motive ce tourisme sportif, ce n'est pas le chrono en lui-même, c'est pas la performance, mais c'est le nombre de super Alf ou de majors qu'on a à son actif et ça aussi, ça m'a fait drôle. Je me suis dit: «Putain, alors tu as des marques de chaussures qui mettent, des milliards pour gagner 20 grammes sur une paire de chaussures et tu vas aller t'alourdir en mettant des épingles dans le dos, un autre dossard, t'emmerder juste pour montrer que c'est ton troisième ou quatrième super alpha et que tout le monde s'en fout. Je me suis dit: «Comment on en vient comme ça à vouloir montrer qu'on a fait plusieurs super alpha?» Donc voilà.
Après ça, c'est toujours pareil. Après, on était dans Lisbonne, c'est toujours aussi c'est pareil avec le coût de la médaille. C'est ceux qui ont fait un marathon ou quelque chose et qui gardent la médaille pendant 3 jours autour de leur cou et ça encore, on l'a vu à Lisbonne, 2 jours après, des mecs avaient la médaille du semi autour du cou. Donc ça aussi, moi j'ai du mal à le comprendre, mais bon. En tout cas, la preuve sociale, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est directement proportionnelle à la distance que l'on parcourt, pour le commun du mortel. Un repas de famille, il vaut mieux dire que tu as fait l'UTMB, même si c'est en marchant à 90% du temps, que de courir à 1500 mètres en 3,50. Tu vas avoir plus d'estime de tes proches qui connaissent pas l'athlé en ayant fait un UTMB très lentement qu'un 1500 mètres très vite. C'est comme ça, les gens sacralisent les longues distances. Et je pense en fait, c'est une raison qui pousse aux les gens à faire toujours plus long, c'est vraiment l'admiration des gens qui connaissent pas l'athlé. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça marche en athlé. Quand tu connais un peu un 800 mètres, si t'aimes pas ça, tu sais que c'est dur et des longues distances, ça peut être bien plus facile. Et ça, le fait que les gens soient en admiration devant les longues distances, moi, quand on parle d'athlètes, des gens qui connaissent pas, j'évite de dire que je fais du marathon et tout parce que je suis toujours gêné par l'admiration qu'ont les gens, parce que j'ai fait, tel marathon. Donc quand je dis que je cours, j'essaie de rester pudique et je raconte pas ma vie, je dis pas que j'ai fait tel marathon en temps parce que les gens, vont me starifier alors que je le mérite pas. Ça génère une admiration, tu dis que tu as fait un marathon, les gens sont en admiration devant toi et je ne sais pas pourquoi. Je dirais pas que le coureur est un pigeon, mais c'est pas non plus un héros parce qu'il fait des longues distances. Et je pense justement qu'en voulant être un héros aux yeux des autres, c'est là qu'on devient un énorme pigeon. Donc arrêtons peut-être de sacraliser les longues distances et revenons peut-être à l'essence du running, un peu plus de simplicité, un peu de côté performance en essayant, si on veut, d'allier intelligemment le côté touristique à tout ça. Parce qu'il y a une énorme ineptie écologique derrière tout ça. Et là, j'ai appris plein de trucs en recherchant sur ce podcast. J'ai été assez critique avec la folie de l'UTMB dans d'autres podcasts pour ne pas avoir l'honnêteté de parler de l'escalade de la grandeur qui s'applique également aux courses sur route. Et en même temps que le semi de Lisbonne, donc le 8 mars, il y avait un autre événement en France. C'était le semi Oka de Paris ou le Oka semi de Paris. Je sais pas comment il faut dire. Alors, ce qui compte, par contre, il faut bien dire Oka. Je sais pas si c'est placé avant semi ou après, mais il faut bien préciser que c'est Oka. Et il faut bien préciser aussi que c'est le plus gros semi du monde avec 50 000 participants, parce que ça, on l'a entendu, c'était écrit partout. Plus grand semi-marathon au monde, sponsorisé par Oka. Faut-il vraiment se réjouir de la démesure? Je ne suis pas sûr du tout. Parce que lorsqu'on se vante de ne fournir aucune bouteille ni aucun gobelet par souci environnemental, ce que je respecte entièrement, on oublie souvent de dire que la quasi-totalité de l'empreinte carbone des événements sportifs proviennent des déplacements de participants et des spectateurs. C'est à peu près 75, 40, 75 et 90%. Et que 10 à 15% viennent des équipements sportifs. Les émissions de CO2 liées à l'organisation, à la logistique et aux déchets sont presque négligeables en fait. Donc c'est vraiment le déplacement de personnes qui fait ça, et un peu les équipements. Alors limiter les déchets sur les courses, c'est bien, mais si parallèlement on invite des coureurs des 6 coins de la France et de l'autre bout du monde à venir en avion juste le temps d'un week-end, en fait ça revient à vider une baignoire à la petite cuillère tout en ouvrant le robinet à fond. Ça n'a aucun sens. Après si, ça a du sens parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, ça se voit les déchets. Donc quand on les supprime, on voit qu'on les supprime. Mais tous les influenceurs qu'on fait venir, on le voit beaucoup moins, mais c'est ce qui pollue le plus. Donc tout ça est absurde. Là, j'aimerais bien avoir l'avis d'Hugo Clément là-dessus. J'écoute pas son podcast, je sais pas s'il en parle de temps en temps, mais lui qui est militant écologiste, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Ça m'intéresserait. Donc ce semi de Paris, alors moi, il m'a déjà que Lisbonne m'a un peu perturbé, il me fait absolument pas envie. En plus, j'aime pas du tout ce naming, moi, des courses Oka Semi. C'est comme les stades de foot. Moi, l'Orange Vélodrome, j'aime pas ça. Ça m'embêterait que le Parc des Princes s'appelle un jour le Nivea Stadium. Ça m'embêterait tout ça. Je trouve pas ça beau. J'ai vu que Marseille-Cassis allait s'appeler Marseille-Cassis AG2R La Mondiale. Maintenant que le logo était aux couleurs de l'entreprise, je trouve pas ça beau. Je trouve ça assez vulgaire. Et en plus, quand c'est un équipementier sportif, je trouve que c'est encore pire parce qu'ils matraquent de marketing à chaque fois. Et là, au cas, ils ont habillé des milliers de personnes.
Leur nouvelle tenue vient de sortir et déjà on la supporte plus parce qu'on l'a tellement vue sur ce semi-marathon qu'on peut plus la voir en peinture, quoi. Donc voilà, moi je me suis retrouvé au milieu d'un semi avec 35 000 personnes. À plusieurs milliers de kilomètres de là, il y en avait un encore plus gros avec 50 000 personnes. Euh, je vous avoue que je crois que c'est compliqué d'avoir des dossards pour Paris, mais ça me dérange pas du tout parce que ça me donne pas du tout, alors du tout envie d'aller le faire. Et voilà. Et si avec ce podcast, j'ai quelques propositions pour aller courir ci et là, si on m'invite à aller faire un marathon à droite à gauche, à l'autre bout du monde, tout frais payé, j'espère vraiment que j'aurai le courage de refuser pour pas aller trouer la couche d'ozone à faire un vol d'avion juste pour une course qui aura servi que mon plaisir ponctuel. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage d'inviter tous ces influenceurs, ça me plaît pas vraiment. Nous, quand on part avec Laurie, on fait toujours l'effort d'aller dans une ville, de combiner vacances, déjà de pas aller trop loin. Quand on est allé à Naples, on fait vacances, on avait fait pareil à Séville, là on fait pareil à Lisbonne. On essaie quand même d'être mesuré dans nos déplacements. Et on en reviendra là dans le quatrième point avec les solutions, mais il faut garder ça en tête que ce qui pollue sur une course, ce n'est pas les gobelets. Ce n'est pas enfin, les gobelets polluent, mais c'est vraiment négligeable en termes de chiffres, c'est les chiffres que j'ai, par rapport au déplacement de population. Donc, quelles pourraient être les solutions pour réduire l'impact du running sur l'environnement? Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas militant écologiste, que je suis pas irréprochable en termes d'écologie, loin de là, que j'ai pas de doctorat en sciences environnementales. J'essaie juste de faire appel à mon bon sens à partir de quelques données chiffrées que j'ai et à une certaine mesure que j'ai du respect de l'environnement quand même. Et je me rends compte de plus en plus avec la course à pied que ça peut aller très loin. Alors les solutions pour réduire l'empreinte carbone des coureurs pourraient être les suivantes. 1. Réduire le transport, c'est l'action la plus efficace. Ça représente entre 75 et 90% de l'impact. Et ça va passer par repenser son séjour, changer sa façon de pratiquer la course à pied. On va le développer après. Ensuite, consommer moins d'équipements. Ça représente environ 10% de l'empreinte carbone, les équipements. Et réduire les déchets en course. Donc ça, c'est visible, c'est impressionnant, ces montagnes de gobelets, de bouteilles en plastique. C'est vrai que ça fait pas plaisir quand on le voit sur le coup, mais c'est négligeable par rapport au reste. C'est 1 à 2% de l'empreinte carbone. Avant tout, il faut préciser que l'essentiel de tout ça va passer par la responsabilisation individuelle et par une prise de conscience collective. Car à part la suppression des gobelets et des bouteilles en plastique, tout nous pousse à polluer toujours plus. Le marketing nous incite à acheter le dernier modèle de chaussures carbone alors qu'on n'en a pas besoin. Et surtout, on reçoit des mails de World Marathon qui nous recommandent une expérience à New York, à Sydney ou à Cape Town, etc. Donc c'est vraiment aux coureurs eux-mêmes, à nous-mêmes, je dirais, d'activer ces leviers. Les organisateurs de courses, eux, ils ont intérêt à gagner de l'argent, donc à vendre des dossards. Les politiques ont quand même d'autres chats à fouetter que de légiférer sur ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que si les politiques commencent à nous dire où aller courir et où est-ce qu'on peut pas courir, ça va devenir un peu compliqué. Donc je pense que c'est vraiment à nous de prendre conscience et de devenir raisonnable, quoi. Donc réduire les transports. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Je sais pas, il faudrait que les organisations, plutôt que de fournir des goodies produits en Asie qui servent à rien et qui finissent à la poubelle, peut-être développer des partenariats avec la SNCF, avec des transports un peu moins carbonés. Ce serait pas bête parce que le train coûte souvent plus cher que l'avion. Donc on est parfois tenté de prendre l'avion pour un trajet qui serait plus simple en train. Il faut savoir que le bilan carbone d'un marathon où on se rend en avion est 8 à 10 fois supérieur à un marathon dit local. Il y a à peu près 100 kg de CO2 pour un marathon local contre 800 à 1000 pour un marathon sur lequel on va se rendre en avion. Et on parle des courses aussi, mais j'ai pas précisé, mais c'est pareil pour les stages. On voit de plus en plus de stages au Kenya où on fait de tourisme sportif en fait, hein, où 30 personnes prennent l'avion, etc. Mais là aussi, pourquoi les stages, on revient pas à la raison? J'ai un cousin coach sportif, on va organiser un stage là cet été, un stage trail, on le fait dans le Mézin, en Haute-Loire, à 2 pas de chez nous. C'est magnifique, il y a pas besoin d'aller au Kenya pour des gens qui recherchent pas, qui sont pas professionnels du sport.
Il faut un peu de mesure, faut arrêter de vouloir faire rêver les gens, aller au Kenya à vivre comme des Kenyans, alors que déjà il y a des choses magnifiques en Auvergne. On oublie, on connaît pas, on connaît souvent mal ce qu'il y a de proche de chez nous, mais on veut découvrir ce qu'il y a à des milliers de kilomètres. Donc les stages, c'est comme les courses. Vraiment, si on peut éviter de polluer en allant en stage à l'autre bout de la planète, je pense que c'est mieux. Pour réduire les transports, ça passe par changer sa façon de pratiquer la course à pied et repenser ses séjours sportifs. Donc rester plus longtemps au même endroit, combiner courses-vacances. Ça, moi, c'est vrai que je l'ai compris assez tôt. Moi, ça m'emmerderait déjà, j'aime pas attendre dans les aéroports. Donc s'il fallait faire 8 heures d'avion pour aller faire un marathon et revenir, honnêtement, ça m'emmerde. Donc moi, j'ai toujours eu ce réflexe-là de combiner vacances-courses. Ça me paraît logique. Je trouve pas ça rentable de partir, de taper plus de transport que de courses. Ça m'embête. Donc ça, faut essayer de le repenser, je pense. Éviter les courses qui sont dans la surenchère du nombre de participants et qui font venir en avion des influenceurs du monde entier pour toujours faire grossir plus leurs courses. Donc honnêtement, moi, le plus gros semi-marathon du monde, il m'intéresse pas. Là, je sais que dimanche, dans quelques jours, il y a le semi-marathon de Feurs en Auvergne. Je pense qu'il est plus roulant que le semi de Paris. Il y aura moins de participants. Mais si l'année prochaine j'ai un semi à faire à cette période, je préfère largement aller à Feurs, à côté de chez moi, qu'à Paris pour me retrouver au milieu de 50 000 mecs. Vraiment, je n'ai pas cette mentalité-là. Donc valoriser les courses locales, désacraliser certaines courses et certaines distances. Voilà, c'est pas parce que c'est à Paris que le semi est formidable. Après, il y a des courses, je comprends que certains rêvent de courses, un marathon de New York, on peut en rêver, mais c'est des fois des courses locales, tu te régales, tu avec des gens, alors c'est pas parfaitement plat, mais c'est pas grave, c'est une autre satisfaction. Et le dernier point, c'est faire moins de courses. Ça, c'est vraiment une résolution que je vais prendre en 2026, faire moins de courses, vraiment choisir mes courses, des courses objectifs et des courses intermédiaires, je vais en faire beaucoup moins. Déjà, ça me saoule de plus obtenir de dossard. Donc, je vais vraiment sélectionner mes courses, c'est ma résolution pour cette année, et éviter de participer de ce système de la surenchère du nombre de participants. Après, consommer moins d'équipements. Alors là, c'est simple, faut garder ses vêtements plus longtemps, acheter d'occasion, moi j'aime pas ça du tout, et choisir des marques plus durables. Donc là, en podcast, j'aurai le fondateur dans quelques semaines là, de Act Running, je vais en parler parce que je sais pas tellement ce que ça veut dire, des marques durables, donc j'ai hâte qu'il m'explique tout ça. Par exemple, les chiffres, une paire de chaussures évitées, c'est 15 kilos de CO2 économisés. Et pour info, ça encore, c'est les chiffres de l'Observatoire du running. En 2025, 9 millions de paires de chaussures de running ont été vendues. Donc, si on peut, bien sûr, ça c'est du bon sens, essayer de consommer moins d'équipements. Après, réduire les déchets de course. Donc là, comme je disais, c'est ce qu'on voit. C'est là d'ailleurs où jouent les politiques et les organisateurs pour s'acheter une image éco-responsable, mais c'est parfaitement négligeable par rapport aux 2 points d'avant, et surtout au premier et au transport de personnes. Et là, c'est quand même un point sur lequel je suis un peu partagé, moi, parce qu'il y a encore un paradoxe. C'est que les coureurs qui cherchent la performance ne sont pas ceux qui font du tourisme sportif, en tout cas pas ceux qui font le plus de tourisme sportif, mais c'est ceux qui ont le plus besoin de bouteilles. Parce que c'est compliqué de boire quand tu cours à 17 ou 18 km heure que quand tu cours à 10-12 km heure. C'est pas du tout la même chose. Donc là, en fait, c'est la double peine pour les gens qui cherchent la performance. Pour faire simple, on pollue moins en courant un marathon proche de chez nous en utilisant 4 ou 5 bouteilles d'eau sur le parcours que d'aller faire un major à l'autre bout du monde avec des éco-cups dans la poche. Il y a pas de comparaison. Après, les déchets, je suis quand même toujours moi sidéré quand je monte le Ventoux ou l'Iseran à vélo et que je vois des emballages de gel sur la route. Donc la performance n'excuse pas tout, hein. Il paraît que c'est la même chose autour du lac de Matmal à Font-Romeu, des mecs qui jettent leurs emballages de gel. Donc les gens qui recherchent la performance sont des fois pas plus responsables que les autres, hein. Je tenais quand même à le préciser. Et j'ai lu en solution qu'il y avait des dossards recyclés, alors recyclables, en matière recyclable. Donc là aussi, c'est quand même une goutte d'eau dans un océan. Un ou deux coureurs après la course, il va le mettre dans la mauvaise poubelle, donc le dossard sera jamais recyclable. Et là, c'est vraiment des effets d'annonce parce que au niveau de l'empreinte carbone, ça aura très peu d'effet, voire aucun. Donc vous l'avez compris, le problème n'est pas de courir, ni même de courir dans une belle tenue et avec une belle montre, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de voyager pour courir.
Car à l'image de notre société, le running est paradoxal, dans le sens où il peut être parfaitement écologique s'il est pratiqué simplement, et peut devenir très polluant si on est déraisonnable. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à être déraisonnable. Et peut-être, et je finirai là-dessus, que le vrai défi pour nous coureurs, ce n'est pas d'aller plus vite ou plus loin, mais d'arriver à courir autrement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était une réflexion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. J'en ferai peut-être d'autres si ça me vient à l'idée, mais voilà, tout ça à partir d'un super Alf. Je voulais faire les 6 avant d'avoir fait celui-là. Au final, je sais pas si je les ferai. Si c'est pour me retrouver au milieu de pèlerins, c'est pas ce qui m'attire dans le running. Donc on va voir si on les fera. C'est dommage, c'était dans des super belles villes d'Europe. La plupart des semis étaient roulants. Mais on va voir si c'est pour faire. Je suis allé voir quand même ma fiche base athlée pour voir si ce semi était homologué. Et sur ma fiche base athlée, ça met semi de Lisbonne populaire. Donc il y a bien 2 semis différents. Je sais même pas si le temps est officiel. J'ai appris quelque chose en allant courir ce semi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un lanceur de marteau qui a participé aux derniers Jeux Olympiques. À bientôt et n'oubliez pas de borner. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.